Bonjour, on se retrouve pour la deuxième et dernière partie du cours du chapitre C2 sur les méthodes physiques d'analyse. Alors aujourd'hui, on va commencer par déterminer une quantité de gaz grâce à une mesure de pression. Et nous allons parler du modèle du gaz parfait. Alors, qu'est-ce qu'un gaz parfait? On dit qu'un gaz est parfait si les molécules sont assimilées à des points matériels et que ces points matériels n'ont pas d'interaction entre elles, ou très peu. Et donc, un gaz réel n'est pas parfait, puisque vous savez que dans un gaz, il y a des interactions entre les molécules, mais si le gaz est à faible pression, eh bien, on pourra considérer qu'un gaz réel est parfait. Et du coup, on voit ici l'équation d'état du gaz parfait qui s'écrit PV égale nRT, avec P, la pression du gaz, en pascal. Le volume grand V, attention, en mètres cubes. Petit n, la quantité de matière qui comporte cet échantillon de gaz. Grand R, c'est la constante des gaz parfaits qui vous est donnée ici dans cette unité. Elle vous sera toujours communiquée, vous n'avez pas à la prendre par cœur. Et enfin, T, c'est la température, mais la température en Kelvin, que l'on appelle la température absolue. Pour passer des degrés Celsius au Kelvin, il suffit d'ajouter 273,15 à la valeur en Celsius, ou plus simplement, si on s'arrête à 3 chiffres significatifs, 273. Alors voici la vidéo que vous aurez à regarder dans un second temps, qu'il faudra bien sûr voir avant de venir en cours. Allez, essayons d'utiliser justement cette équation. Le gonflage de certains airbags de voiture est assuré par du diote gazeux, N2. Lors d'un gonflage, une quantité petit n de diazote, considérée comme un gaz parfait, occupe un volume de 90 litres à la pression de 1,3 10 puissance 5 pascal et à la température de 30 degrés Celsius. Pour vous donner une petite idée, la pression atmosphérique sur laquelle nous vivons, elle est autour de 1,0 10 puissance 5 pascal. Et on vous demande d'écrire l'équation d'état du gaz parfait et d'indiquer les unités de chacune des grandeurs. Donc mettez sur pause et essayez de faire l'exercice. On corrige. Donc l'équation d'état des gaz parfaits, il faut la connaître par cœur. C'est donc PV égale nRT avec la pression en pascal, le volume en mètres cubes, la quantité de matière en mol et enfin la température en Kelvin. Et on n'oublie pas la constante des gaz parfaits grand R. Alors, vous n'avez pas à connaître cette unité par cœur, mais il faut la déduire de cette équation. Tout simplement, il suffit d'exprimer R égale, donc ce sera PV sur NT, et donc de remplacer toutes les grandeurs par leurs unités et vous retrouvez donc cette unité-là. Si vous n'y arrivez pas, écrivez cette question sur un bloc-notes pour pouvoir me la poser au prochain cours. Deuxième question, calculer la quantité petit n de diazote. Ça veut dire qu'il faut extraire petit n de cette expression et procéder au calcul. Attention, les unités doivent être les unités du système international. Donc, on écrit l'expression, petit n donc de diazote, c'est pression fois volume sur RT, et il suffit de remplacer par les valeurs. Attention, il y a ici deux conversions. Pour le volume ici qui est en litres, je vous rappelle que 1 mètre cube c'est 1000 litres, donc pour passer des litres au mètre cube, il faut diviser par 1000, c'est-à-dire multiplier par 10 puissance moins 3. Et il faut changer la température des degrés Celsius en Kelvin, donc à savoir rajouter 273. Et nous obtenons avec deux chiffres significatifs 4,6 mol de diazote dans l'airbag. Exercice numéro 9. L'atmosphère de la planète Mars est constituée essentiellement de dioxyde de carbone et à une température moyenne égale à moins 63 degrés Celsius. Dans ces conditions, un volume de 1 mètre cube d'atmosphère martienne contient 0,36 mol de dioxyde de carbone. Et on vous demande dans un premier temps de calculer la pression grand P de l'atmosphère martienne. Mettez sur pause et faites l'exercice.
Alors nous corrigeons. Donc ici, les données sont la température, le volume et la quantité de matière. Donc nous allons pouvoir utiliser l'équation du gaz parfait. Et puisqu'on vous demande de calculer la pression, eh bien il va falloir sortir P de cette expression, c'est-à-dire avoir P égale. Donc pour cela, il suffit de faire passer le volume de l'autre côté de l'expression, ce qui donne la pression sur Mars. C'est donc la quantité de matière dans l'échantillon multipliée par RT divisé par le volume. Au niveau des unités, on a bien un volume en mètres cubes, une quantité de matière en mol. Seule la température est donnée en Celsius. Pour la convertir en Kelvin, on va ajouter 273. Et donc, cela devient 6,3 10 puissance 2 Pascal. Deuxième question. À la même température, un volume de 1 mètre cube d'atmosphère terrestre contient 58 mols de gaz. Et donc, on vous demande de comparer la pression atmosphérique martienne à la pression atmosphérique terrestre. Donc ici, on vous indique que c'est à la même température, le même volume, mais la quantité de gaz change. Donc on est toujours à moins 63 degrés Celsius, on a le même volume, mais vous voyez qu'on a beaucoup plus de gaz que sur Mars. Et dans la question, on vous demande bien de comparer. Alors, en physique ou en chimie, peu importe, comparer deux grandeurs, c'est en faire le rapport. Rappelez-vous bien de cela. Donc ici, on se doute que vu la quantité de mols de gaz, ce sera la pression sur la Terre qui est beaucoup plus importante. Et donc, le plus simple, c'est de comparer les deux pressions en faisant le rapport de la pression la plus forte sur la pression la plus faible. Donc, ce sera bien sûr la pression la plus forte sur Terre. Donc, on écrit l'expression de la pression sur Terre qui devient nRT sur V, avec N donc la quantité de matière dans l'échantillon. Et on va écrire donc ce rapport. Donc, il va falloir diviser ce terme-là par ce terme-là. Mais comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de termes qui vont pouvoir se simplifier. En effet, n'hésitez pas à écrire la double fraction sur votre copie. Le rapport d'une fraction de fraction, rappelez-vous, on garde la fraction du numérateur telle qu'elle est et on la multiplie par l'inverse de la fraction du dénominateur. Et du coup, vous allez pouvoir se simplifier par R, la constante des gaz parfaits. Vous allez aussi pouvoir simplifier par la température ainsi que par le volume, puisque ces trois grandeurs sont exactement les mêmes. Même température et même volume. Et donc, l'expression se simplifie grandement puisqu'elle devient quantité de matière sur Terre divisée par quantité de matière sur Mars. Les deux grandeurs sont dans la même unité en mol. On peut donc faire le calcul et dire que le rapport est de 1,6 10 puissance 2, c'est-à-dire à peu près il y a 160 fois plus de pression atmosphérique sur Terre que sur Mars. Allez, nous passons à la dernière partie de ce cours sur la spectroscopie. Et on va commencer par la spectroscopie UV visible sur laquelle vous avez déjà travaillé l'année dernière. Cette spectroscopie UV visible concerne essentiellement les espèces colorées. Cela dit, comme c'est indiqué, c'est aussi écrit UV, donc on peut, sur une partie d'UV, faire une spectroscopie sur les espèces qui ne sont pas colorées. Mais c'est vrai que dès que vous avez une espèce colorée, on va pouvoir utiliser ce type de spectroscopie. Alors voici par exemple le spectre d'absorption que l'on obtient sur une espèce chimique. Un spectre d'absorption, nous permet de voir l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Et donc, on obtient ce type de spectre-là. Par exemple, donc là, on voit qu'on a une espèce chimique qui absorbe autour de 640 nanomètres. Ça nous permet de connaître sa couleur. Parce que si cette solution, par exemple, absorbe sur 640 nanomètres, on regarde ici dans le cercle chromatique, 640 nanomètres, on est à peu près ici. Donc, ça veut dire que
Cette solution absorbe dans les oranges. Et donc diamétralement opposé, eh bien la solution sera de couleur bleu ou bleu-vert éventuellement. Je n'ai pas d'axe assez précis ici. On peut utiliser aussi donc le diagramme de la synthèse additive, sachant que le bleu, sa couleur complémentaire, c'est le jaune, le vert, sa couleur complémentaire, c'est le magenta, et le rouge a comme couleur complémentaire le cyan. La somme de ces trois couleurs en synthèse additive fait la couleur blanche, c'est ce que font nos yeux par exemple. Alors, une solution colorée va donc absorber certaines radiations du spectre UV visible, et la couleur de la solution, eh bien, c'est la synthèse additive des radiations non absorbées. En effet, les radiations non absorbées se trouvent de ce côté-là, du côté donc du bleu et éventuellement un petit peu du rouge. Alors, on vous demande d'exploiter ce spectre. On considère le spectre ci-dessous qui est associé à de la propanone. Donc, on a analysé le spectre de la propanone dont on vous donne ici la formule. De quel spectre s'agit-il? Donc, vous mettez sur pause et vous réalisez l'exercice en entier. On se retrouve pour la correction. Alors, pour répondre à la première question, il faut bien regarder l'ordonnée qui est ici et l'abscisse. Puis regardez la gamme des ondes. Donc ici, il s'agit du spectre UV visible. Je vous rappelle que les longueurs du visible se situent à peu près entre 400 et 800 nanomètres. Et en dessous de 400, nous avons les UV. Dans quel domaine de longueur d'onde la propanone absorbe-t-elle? On s'aperçoit qu'elle absorbe dans cette partie-là du spectre, et donc nous sommes dans les UV, et plus précisément, si on cherche le pic d'absorption, puisqu'ici vous avez 300, on est autour de 280 nanomètres dans les UV. La propanone est-elle une espèce colorée? Pour qu'elle soit colorée, il faut qu'elle absorbe dans ce domaine ici de radiation visible, entre 400 et 800. On voit ici qu'il n'y a rien du tout, il n'y a aucun pic, donc la propanone est une espèce totalement incolore, car elle n'absorbe pas dans le visible. Exercice 13. Le spectre d'absorption UV visible d'une solution contenant un colorant est à identifier. Alors on vous donne son spectre, et on vous demande en argumentant de répondre aux questions suivantes. Mettez sur pause et faites l'exercice. Première question, justifiez le nom de spectre UV visible donné à ce spectre. Donc, il suffit de regarder l'échelle de l'abscisse qui se trouve entre 200 et 700 nanomètres. Donc, je vous rappelle qu'entre 400 et 800, nous sommes dans le domaine du visible et en deçà de 400 dans le domaine des UV. Donc, ce spectre UV visible, car les absorbances que vous voyez ici, vous voyez deux pics principaux, eh bien, sont mesurées pour des ondes qui appartiennent au spectre ici des UV et ici au spectre du visible. Cette solution est-elle colorée? Nous visualisons dans la partie du visible cette absorbance importante dans le visible. Donc cette solution est colorée car elle absorbe des radiations de longueur d'onde comprises ici entre 600 et 900 nanomètres qui appartiennent au domaine du visible. J'ai dit 600 parce qu'effectivement on voit déjà ici qu'il y a une certaine absorbance. Là je montrais juste le pic. Identifiez le colorant parmi ceux qui sont cités dans les données. Donc vous avez ici différents pics d'absorption. On voit que ce pic ici, il est au-delà de 650, donc vers 660 à peu près nanomètres. En regardant les différentes valeurs, eh bien on s'aperçoit qu'il s'agit ici du bleu de méthylène, puisqu'on est autour de 660 nanomètres et que le bleu de méthylène a un pic à 662 nanomètres. Les autres valeurs ne correspondent pas, on ne retrouve pas l'absorbance maximale pour ces différentes longueurs d'onde. Et on termine avec la spectroscopie infrarouge sur laquelle vous avez déjà travaillé en première.
Donc je vous rappelle, dans une molécule, des liaisons peuvent absorber un rayonnement infrarouge pour vibrer ou tourner selon ce type de mouvement qui vous est symbolisé ici. Et donc chaque type de liaison, les liaisons OH, les liaisons C-double liaison O, les liaisons CH, etc., il y en a davantage bien sûr, absorbe le rayonnement infrarouge à des longueurs d'onde bien déterminées, et donc le spectre IR, le spectre infrarouge, va identifier les groupes fonctionnels de la molécule. Alors voici quelques groupes caractéristiques. Vous connaissez bien les 4 premiers que vous avez étudiés l'année dernière. Le groupe hydroxyle, le groupe carbonyle que l'on retrouve dans les aldéhydes et dans les cétones. Il y a le groupe carbonyle dans un aldéhyde se situe en bout de chaîne puisque la fonction est liée à un atome H, alors que dans une cétone, la fonction est entre 2 carbones. Le groupe acide carboxylique qui est toujours aussi en bout de chaîne avec le groupe carboxyle, enfin la famille acide décarboxylique qui comporte le groupe carboxyle. Et puis voici 2 autres fonctions. Attention, il y en a d'autres, il y a aussi la fonction amine, il y en a d'autres que je n'ai pas notées ici, mais ne vous inquiétez pas, on verra tout ça au cours de l'année et surtout on vous indiquera toujours un tableau vous indiquant donc les bandes d'absorption comme je vais le faire tout à l'heure. Donc voici par exemple à quoi ressemble un spectre infrarouge. Vous avez en ordonnée la transmittance, c'est l'opposé donc, c'est l'inverse de l'absorbance, en pourcentage, et puis vous avez un axe, attention, qui est gradué non pas de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche, qui est le nombre d'ondes, exprimé en centimètres-1, avec des pics qui sont cette fois-ci vers le bas, contrairement à tout à l'heure où on avait des pics vers le haut pour l'absorbance. Et donc on vous donnera toujours ce type de tableau, ça c'est le tableau que j'ai pris qui est dans votre livre, qui se trouve aussi sur le rabat 3 de votre livre, où on vous indique si on a une liaison alcool OH, nous devons visualiser dans le spectre une bande forte et large qui se situe entre 3200 et 4200 cm-1. Que veulent dire les bandes fortes larges, les bandes fortes fines, moyennes fines, etc. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle par bande forte ou bande moyenne? Les bandes fortes sont lorsque la transmittance est très faible. Donc ça veut dire que le pic descend très bas ici dans le spectre. Donc par exemple ici, on a une bande forte, alors qu'ici, on a une bande moyenne, puisqu'on est dans la deuxième partie du spectre, entre 50 et 100. Quand on descend au-dessous de 50, on considère qu'on a une bande forte. Alors maintenant, qu'est-ce que veut dire des bandes larges ou des bandes fines? Ici, par exemple, vous avez une bande large. Donc l'épaisseur ici de la bande est importante, alors qu'ici, là ou là, nous avons des bandes fines. Le spectre se compose en fait en 2 parties. À peu près depuis la partie de 1500 et en dessous, qui n'est pas tellement exploitable, c'est ce qu'on appelle l'empreinte digitale de la molécule et qui est plutôt liée à des vibrations entre carbone et hydrogène. Donc de toute façon, comme on va travailler sur des molécules organiques, elles sont toutes composées de carbone et d'hydrogène, donc c'est pas ça qui va nous intéresser ici, mais c'est toutes les valeurs qui sont situées au-delà de 1500 cm-1, puisque cela correspond au domaine des bandes caractéristiques des liaisons de type donc C-double liaison O, OH, NH, etc., etc. et donc qui vont caractériser les groupes fonctionnels de la molécule. Allez, entraînons-nous. On a un spectre infrarouge d'une espèce chimique qui est grand E, qui est donné ici ci-dessous. Et on vous demande, parmi les 3 propositions de molécules, d'identifier celle qui correspond à la formule développée de l'espèce E. Allez, vous mettez sur pause
et vous essayez de réaliser l'exercice. Donc le spectre infrarouge ici présente cette bande forte et fine qui se trouve autour de 1700-1720 cm-1 et qui sera toujours associée à la liaison CW liaison O. Cependant, cette liaison, on les retrouve dans les cétones, on les retrouve dans les aldéhydes, on les retrouve dans les acides carboxyliques, ainsi que dans les esters. Donc, comment vérifier si c'est telle ou telle molécule? Il suffit de regarder donc les autres bandes possibles en présence. Donc pour cela, on s'aperçoit ici que l'on a ces deux bandes moyennes et fines que vous pouvez visualiser là et là, qui se situent entre 2700 et 2900 cm-1 et qui sont liées à la liaison CH présente dans l'aldéhyde. Donc, on a un aldéhyde ici. Et si on regarde maintenant les molécules, eh bien, la seule molécule qui comporte un aldéhyde, c'est la molécule C. Quand on vous parlait de cette bande associée à la liaison CH, c'est cette liaison-là dont le carbone est lui-même lié à ces doubles liaisons O. Alors, vérifions que ce ne sont pas ces deux autres molécules. Dans la molécule A, on a ici une fonction alcool, et donc la fonction alcool, il aurait fallu visualiser une bande forte et large autour de 3002-3004, c'est-à-dire par ici, une bande forte et large, ce que nous n'avons pas. Par contre, à contrario, pour vous montrer ce que c'est qu'une bande forte et large de la fonction alcool, je reviens sur ce spectre-là. Là, par exemple, voilà, nous l'avons, cette bande forte et large de la liaison alcool. Voilà à quoi ça ressemble. Dès qu'on a un alcool, on a quelque chose qui ressemble à ça ici. Et donc, terminons avec cette molécule, qui est une cétone avec ce groupe carbonyle placé entre deux atomes de carbone. Donc, la cétone, on a bien la bande forte et fine entre 1705 et 1725, ça pourrait correspondre, mais nous n'aurions pas, dans ce cas, ces deux bandes moyennes et fines que j'ai représentées ici. Et on termine avec cet exercice, identifier des bandes d'absorption. L'un des composants de l'huile essentielle d'ylang-ylang est le géraniol, dont on vous donne la formule développée. On vous donne également son spectre, et on vous dit dans le spectre infrarouge, identifier deux bandes associées aux deux groupes caractéristiques présents dans la formule semi-développée du géraniol. Je vous laisse faire l'exercice, on se retrouve pour la correction. Alors, on nous parle de deux groupes caractéristiques présents dans la formule. Donc, on va regarder ici cette formule et quels sont ces groupes. On s'aperçoit qu'il y a bien deux groupes alcènes qui sont situés ici, ainsi qu'un groupe alcool. Donc on a la même fonction là et là, donc c'est un groupe alcène et le groupe hydroxyle de la famille des alcools que l'on retrouve ici. Le géraniol possède donc une fonction alcool et deux fonctions alcènes. Et donc le spectre infrarouge va présenter une bande associée à chaque fonction. On regarde le tableau pour la fonction alcool. On doit visualiser une bande forte et large entre 3200 et 3400 cm-1. Effectivement, nous avons cette bande forte et large qui est située ici dans ce domaine de nombre d'ondes. On regarde la deuxième fonction qui est la fonction alcène avec une bande moyenne située entre 1625 et 1685 cm-1. Donc on cherche et on retrouve cette bande qui est ici. Donc on a bien la bande moyenne et fine qui est associée à la liaison alcène. Pour résumer, analyser un système chimique. On peut se poser la première question, qu'est-ce qu'il y a dans ce système chimique? Pour cela, on va pouvoir réaliser soit une spectroscopie infrarouge qui donne la transmittance en fonction du nombre d'ondes, et qui va nous indiquer les groupes caractéristiques qui seront présents dans la molécule. On ne pourra pas
connaître le nom de la molécule, mais on saura quels groupes caractéristiques sont présents. On peut éventuellement faire également une spectroscopie UV visible, à condition bien sûr que la molécule absorbe dans cette partie du visible ou de cette partie de l'UV. Et dans ce cas, on pourra faire l'identification d'espèces chimiques colorées, car chaque espèce chimique a donc un spectre qui lui est propre. On peut aussi analyser dans un système chimique, maintenant que l'on sait quels sont les types d'espèces, eh bien combien il y en a dans l'échantillon. Pour cela, il va falloir procéder à des dosages. On peut utiliser donc des méthodes physiques en faisant des dosages par étalonnage. Alors ce qu'on appelle méthode physique, c'est lorsque on ne détruit pas le système chimique. Dans toutes les expériences que nous avons vues au cours des exercices et au cours de ce cours, on n'a pas détruit le système chimique. On a juste analysé la quantité qu'il y avait à l'intérieur sans le détruire, c'est-à-dire qu'on a fait des mesures physiques de pression, de température, éventuellement nous on avait fait des mesures d'absorbance liées à la couleur ou de conductimétrie, mais on ne détruit pas le système chimique. On l'aurait détruit si on avait rajouté un réactif à l'intérieur où il y aurait une réaction chimique. Là, ce sont des méthodes, dans ce cas-là, chimiques que nous verrons dans un prochain cours. Mais aujourd'hui, on s'est intéressé qu'aux méthodes physiques avec des dosages par étalonnage qui incluent donc une gamme étalon de solutions. Et donc, pour cela, on peut utiliser la spectrophotométrie avec la loi de Beer-Lambert qui nous indique une relation de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration de l'espèce chimique. C'est à privilégier si la solution est colorée. On peut aussi utiliser la conductimétrie qui, grâce à la loi de Colroche, nous indique que la conductivité est proportionnelle à la concentration de l'espèce. Cela ne peut fonctionner que si l'espèce en question est ionique. Et enfin, il y a plein d'autres mesures, comme des mesures de pression, de volume, de masse volumique, de pH, à condition que ces grandeurs aient une relation avec la concentration, puisque je vous rappelle que le but c'est de déterminer la concentration de l'espèce dans l'échantillon. Voici les méthodes physiques, donc où il n'y a pas de destruction de la solution. On peut aussi, et on le verra dans un prochain cours, voir les méthodes chimiques qui sont des méthodes de dosage par titrage, où là, l'espèce chimique, on va en déterminer aussi la quantité, mais en la faisant réagir avec une autre espèce chimique, et ce sera l'objet du prochain chapitre de chimie. Ce que vous devez savoir faire, c'est donc connaître la loi de Beer-Lambert, et donc d'exploiter cette loi, la loi de Colroche et l'équation d'état du gaz parfait pour déterminer donc une concentration dans une solution ou une quantité de matière dans un gaz aussi par exemple ou dans une solution. Vous devez savoir que ces lois ne peuvent pas être utilisées pour n'importe quel type de concentration et qu'il y a donc un domaine de validité. Je vous rappelle, c'est le domaine dans lequel il y a proportionnalité entre les deux grandeurs. Vous devez être capable de mesurer une conductance et de tracer une courbe d'étalonnage. C'est ce que nous ferons en TP. Et enfin, vous devez être capable d'exploiter à partir de données un spectre UV visible ou un spectre IR pour caractériser donc une espèce chimique ou un groupe caractéristique d'une fonction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.